Eh bien, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va venir résumer le cinquième cours magistral de développement de l'enfant et de l'adolescent. Et dans ce cours magistral, on va s'intéresser au développement des fonctions exécutives. Alors, dans ce cours magistral, on a aussi parlé un tout petit peu de la théorie de l'esprit, mais je ne vais pas en parler dans ce résumé, tout simplement parce que je préfère faire une vidéo complète où on parle que de la théorie de l'esprit, plutôt que de devoir scinder en deux euh, cette partie de la théorie de l'esprit. Bon, j'arrête tout de suite ma petite introduction et on passe tout de suite au début de la vidéo, voilà. Donc, cette notion de fonction exécutive réfère à des habiletés cognitives, uniquement entre guillemets présentes chez l'homme. Elles sont dites de haut niveau et servent à la réalisation de comportements dirigés vers un but. Alors, si je mets des guillemets, c'est censé être qu'à l'homme, mais moi je me dis par exemple, avec l'exemple du chien, maintenant je pense qu'un chien, il peut s'inhiber. Typiquement, il peut rester assis avant que, par exemple, de lui dire d'aller manger ses croquettes, par exemple. Si on le dresse bien, le chien, je pense, peut être capable d'une certaine inhibition. Après, c'est juste mon avis personnel. Hop, fin de la parenthèse. Alors, en 2000, Miyake et ses collaborateurs ont décrit trois composantes principales, l'inhibition, la mémoire de travail et la flexibilité mentale. Donc oui, on a la mémoire de travail qui sert de mémoire, mais aussi de fonction exécutive. Donc en fait, elle a un rôle central dans le développement cognitif de l'enfant. Alors, elle servirait de base pour des fonctions exécutives plus poussées, comme le raisonnement, la planification et la résolution de problèmes. Cependant, ces dernières sont peu étudiées chez l'enfant à cause de leur développement plus tardif. La trajectoire développementale des trois fonctions exécutives de base est sans doute la plus longue et la plus progressive. Elles ont toutes les trois des rythmes différents, mais nous pouvons cependant dire qu'elles émergent sous des formes très rudimentaires dès l'âge préscolaire, avant de se développer tout le long de l'enfance et de l'adolescence. Alors, Diamond en 2013 vient proposer un modèle sur le développement des fonctions exécutives. Ces fonctions seraient soudées durant l'âge préscolaire avant qu'une première dissociation ne se fasse entre l'inhibition et la mémoire de travail. Ces deux fonctions resteraient dépendantes l'une de l'autre pour bien se développer. Il n'y a pas de consensus sur l'âge auquel ces deux fonctions se dissocieraient. La flexibilité mentale aurait une apparition plus tardive, donc autour de 9 ans, car elle serait dépendante de la maturation des deux autres fonctions exécutives, donc la mémoire de travail et l'inhibition. Malgré l'absence de consensus, les âges de 5 et 6 ans semblent être, d'après des observations, des périodes clés sur la dissociation de l'inhibition et de la mémoire de travail. Alors j'ai fait un tout petit schéma, voilà, pour que ce soit un peu plus simple de comprendre ce modèle intégratif comme il l'appelle. Hop, là je vous montre un peu la suite, voilà. Donc, grosso modo, c'est juste ici. Donc ici, on a une soudure, en fait, c'est la partie rudimentaire des fonctions exécutives qui apparaît, qui est étudiée dès 3 ans. À 5-6 ans, on observe une dissociation entre la mémoire de travail et l'inhibition. Et une fois leur maturation, selon toujours le modèle de Diamond, à 9 ans, on aurait la flexibilité cognitive, aussi appelée flexibilité mentale, qui, qui apparaîtrait. Voilà. Donc voilà, donc là c'est le petit, voilà, c'est un peu le modèle fait par moi, quoi. Vu comment je l'ai compris en tout cas. Alors du coup là on va parler de ces trois fonctions exécutives de base, inhibition, mémoire de travail et flexibilité mentale. Et on commence tout de suite par l'inhibition. Nous avons d'abord l'inhibition motrice qui apparaît le plus tôt avec l'erreur A non B. Alors c'est découvert par Piaget. Elle est surtout présente entre 8 et 10 mois et tend à disparaître aux alentours d'1 an. Donc l'erreur A non B, bon, je pense que je vais pas trop revenir là-dessus, je pense que au pire, vous pourrez vous renseigner si jamais vous ne savez pas ce qu'est l'erreur A non B, mais c'est quand même une base plutôt simple à comprendre. Pour l'inhibition comportementale, Michel et Moore ont créé en 1973 le paradigme de l'inhibition comportementale. Effectivement, le nom n'est pas très compliqué à retenir. Il s'agit pour l'enfant de soit prendre une récompense tout de suite, donc un chamallow,
il y en a qui disent marshmallow, moi je dis chamallow, c'est tout. Soit d'attendre pour en obtenir de récompenses. À 3 ans, on observe que les enfants ne contrôlent pas leur envie immédiate et choisissent de manger tout de suite un seul chamallow. Alors à partir de ce paradigme, de nombreuses tâches ont été créées par Davidson, Diamond ou encore Anderson. Et là, bien évidemment, les noms d'auteurs, je les mets en gras parce que c'est important à retenir. Hop, pour mesurer l'évolution de ces deux inhibitions, donc inhibition motrice, inhibition cognitive. On observe que l'inhibition motrice se développe le plus durant l'âge préscolaire, alors que l'inhibition comportementale est plus progressive. Les plus gros progrès sont présents jusqu'à l'âge de 9 ans, avant de continuer à progresser plus lentement jusqu'à une maturation vers 12-14 ans. Donc on a ensuite Huizinga et ses collaborateurs qui, en 2006, ont fait une expérience sur l'inhibition motrice et cognitive, avec des sujets âgés de 7 à 21 ans. Ces sujets devaient faire une tâche de stop signal et une flanker task pour la partie motrice et une tâche de type Stroop pour la partie cognitive. Et là, je vais vous expliquer la tâche de stop signal et la tâche, le flanker task. Hop. On a ici le stop signal où en fait on a deux petits boutons, un bouton à gauche, un bouton à droite. Et suivant le sens de la flèche, par exemple ici, une flèche pointant vers la gauche, on appuie sur le bouton de gauche. Une flèche pointant sur la droite, on appuie sur le bouton droit. Et donc dans 75% des cas, il y avait une couleur qui n'était pas en fait évocatrice d'une inhibition. Au contraire, dans 25% des cas, par exemple là j'ai pris la couleur rouge, donc par exemple là on a une flèche qui pointe à droite, donc ça nous tendrait à appuyer sur le bouton à droite, mais la couleur rouge fait que nous devons nous inhiber et ne pas appuyer sur le bouton. Voilà. Je sais pas si ça a été clair, mais j'espère. Alors ensuite on a la flanker task. En fait il s'agit d'un ensemble de flèches, et on doit appuyer sur le bouton en fonction du sens de la flèche centrale. Donc là la flèche centrale pointe à gauche comme toutes les autres, donc on est dans une situation congruente. Donc il n'y a pas vraiment d'inhibition à avoir. Alors qu'ici, c'est une situation non congruente car la flèche centrale pointe à droite alors que les autres pointent à gauche. Donc on doit inhiber le fait que les autres flèches pointent à gauche pour appuyer le plus vite possible sur le bouton droit. Alors plus tard, je ne sais plus quels auteurs l'ont fait, mais il y a une version pour enfants avec qui a pour but de nourrir Bubule. Voilà, en fait, à la place des flèches, c'est des poissons rouges, quoi. Et le but c'est de nourrir le petit poisson. Hop, ça sera pour plus tard. Alors du coup, cette expérimentation a permis de prendre conscience que des progrès de l'inhibition motrice étaient présents même après l'âge préscolaire, bien que moins remarquables. Ils ont observé que l'inhibition motrice progressait de 7 à 11 ans, alors que le temps de réaction restait plus stable. Donc, autrement dit, entre 7 et 11 ans, il y avait de moins en moins d'erreurs. Pour l'inhibition cognitive, donc avec une tâche de Stroop, les chercheurs ont observé des progrès modestes jusqu'à la fin de l'adolescence. Donc ainsi, si on peut en quelque sorte faire sous forme graphique l'évolution de l'inhibition motrice, donc là c'est bien l'inhibition motrice que je prends. En gros, jusqu'à 3 ans, en fait, elle est quasiment inexistante. De 3 à 6 ans, il y a une forte augmentation. Et à partir de 6 ans, jusqu'à 11 ans, ça augmente, disons, plus progressivement, moins vite, quoi. Et une fois 11 ans, ça stagne. On atteint un peu le niveau adulte en ce qui concerne l'inhibition motrice. Alors bien que l'inhibition motrice continue de se développer jusqu'à 11 ans, l'inhibition se développe d'abord sur le plan moteur puis cognitif, principalement durant les 6 premières années, car elle est un facteur essentiel au développement cognitif de l'enfant, et notamment au progrès des autres fonctions exécutives. Comme on l'avait dit au départ, l'inhibition, ça fait partie des fonctions exécutives de base. Donc là, oui, toute petite partie sur la mémoire de travail, parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé déjà sur le développement, enfin sur la partie mémoire en fait.
Alors cette fonction exécutive se développe de manière graduelle et linéaire jusqu'à la fin de l'adolescence. Donc là, je pense que graphiquement, c'est plutôt simple à se représenter. Elle est utilisée pour les tâches demandant de maintenir et de manipuler une certaine quantité d'items. Une période clé autour de 6-7 ans a été observée avec notamment la consolidation du maintien de l'information, donc c'est-à-dire avec la boucle phonologique, le rafraîchissement, les capacités de stockage, donc ça se développerait surtout à cet âge-là, et l'émergence parallèle des capacités de manipulation de l'information. Donc là, c'est le traitement de l'information qui devient en fait plus efficace, qui se développe autour de ces âges-là. Donc passons maintenant à la flexibilité mentale, aussi appelée flexibilité cognitive, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Elle est considérée comme la plus complexe des trois fonctions exécutives de base, car elle est sous-tendue par les deux premières. Autrement dit, la flexibilité mentale n'existerait pas s'il n'y aurait pas d'inhibition ni de mémoire de travail. Cette fonction exécutive permet de changer de tâche, de stratégie ou encore de comportement efficacement et rapidement. Pour mieux comprendre cette fonction exécutive, on peut parler du paradigme Switching Task, avec notamment le DCCS, une version pour les enfants de la Wisconsin, WCSD, créé par Zelazo en 2006. Alors les enfants ont des cartes avec deux dimensions différentes, donc couleur et forme. Par exemple, l'exemple dans le cours c'est lapin bateau, et il me semble que c'est rouge et bleu les couleurs. Et ils doivent les trier selon une des dimensions, donc soit la couleur, soit la forme. Durant la tâche, l'expérimentateur demande à l'enfant de changer la façon de trier les cartes, souvent après 6 essais réussis. Par exemple, l'enfant triait par couleur 6 fois d'affilée, il a eu bon. Après, hop, maintenant tu tries selon la forme. Alors les erreurs sont fréquentes pour ce test jusque l'âge de 4 ans. Alors sous ce protocole précis, cette tâche a été critiquée pour plus mesurer la mise à jour. Mise à jour, ça appartient à la mémoire de travail, mise à jour des consignes, en fait, de la consigne en mémoire, et l'inhibition que la flexibilité mentale en elle-même. Alors cela montre la limite fine entre la flexibilité mentale et les deux autres fonctions exécutives. Alors, une version avancée a alors été créée en ajoutant à la carte des bordures noires. Si la carte a des bordures, elle doit être triée en fonction de sa couleur. Si la carte n'a pas de bordure, elle doit être triée en fonction de sa forme. Alors la différence est ici le changement plus fréquent des règles. Donc il n'y a pas juste une fois l'expérimentateur qui dit ta façon de trier. Alors, et donc il y a une plus grande nécessité des capacités de flexibilité mentale, pardon. Donc aussi appelé le switching. Il doit plus souvent mentalement changer la consigne. Vers 5-6 ans, les performances observées sont entre 40 et 60%, et elles évoluent jusqu'à 9 ans où elles atteignent les 85%. Alors, on a Carlson qui vient en 2005 éclaircir en fait la distinction entre flexibilité mentale et les des autres fonctions exécutives de base en expliquant les résultats de l'expérience précédente. Alors oui, 2005 alors que l'expérience est de 2006. Voilà quoi, c'est un petit peu... voilà, on va dire qu'il avait anticipé le truc. Selon lui, la flexibilité mentale nécessite la coordination de la mémoire de travail et l'inhibition qui sont à 5-6 ans encore immatures. Le plus important facteur serait les indices externes, donc là, pour l'expérience, la DCCS, les bordures noires, qui seraient représentées verbalement sous forme de langage interne grâce à la mémoire de travail. Donc, par exemple, quand tu vois les bordures noires, tu dis, ok là, bordure noire, je trie par couleur. Pas de bordure noire, je trie par forme. Et ça, avant 6-7 ans, la traduction de l'indice externe en langage interne reste difficile, ce qui provoque une impossibilité pour l'enfant d'avoir un but précis quand la bordure est présente ou non. Alors ensuite, on continue tout de suite avec Zelazo et Müller qui ont en 2002 classifié les fonctions exécutives comme froides ou chaudes. Donc là, c'est une nouvelle dimension. Dans les études, les conditions sont décontextualisées. Par exemple, le sujet doit juste faire sa flanker task, petit rappel, sans pour autant qu'il y ait une récompense ou une punition à la fin. De cette façon, ces études ne mettent pas de part affective ou émotionnelle et mesurent donc des fonctions exécutives considérées comme froides. A l'inverse, la présence d'émotions ou d'une motivation dans la réalisation de la tâche rend la fonction exécutive chaude. Donc, l'exemple des chamallows du paradigme de l'inhibition comportementale. Donc c'est qui l'a fait déjà? C'est Michel et...
Ah, déjà la troisième page. Ok. Michel Moore, oui. Donc, par exemple, le paradigme créé par Michel Moore, c'est tout simplement, ça mesure les fonctions exécutives chaudes. Donc là, c'est l'inhibition comportementale chaude. Carrément, il y a de l'émotion et il y a de la motivation à vouloir manger ce chamallow. D'après des données neuroscientifiques, les fonctions exécutives froides utilisent plus le cortex dorsolatéral, alors que les fonctions exécutives chaudes utilisent plus le cortex orbitofrontal. Donc on voit bien une distinction, même au niveau neurologique, entre ces différents types de fonctions exécutives. Pour mesurer les fonctions exécutives chaudes, des paradigmes existent. Nous allons parler ici du paradigme de l'Iowa Gambling Test. Alors Iowa, c'est référence à un État des États-Unis, c'est comme pour le Wisconsin, c'est aussi un État des États-Unis. On va dire qu'au niveau des noms, c'est pas trop compliqué quoi. Ce test comprend 4 tas de cartes avec 2 tas prudents qui permettent de gagner de l'argent sur le long terme et 2 tas risqués qui provoquent une perte d'argent sur le long terme. Alors les sujets préfèrent se tourner vers l'état prudent après une centaine d'essais. Alors là j'avoue que centaines d'essais, ça m'a surpris. En réalité, les situations expérimentales plus écologiques, donc là c'est par exemple une situation de pari, donc c'est-à-dire écologique au sens où c'est semblable à un quotidien qui pourrait être réel, permettent de mieux mesurer les fonctions exécutives chaudes. Alors le développement des fonctions exécutives chaudes semble plus tardif que les fonctions exécutives froides. Cela expliquerait les conduites à risque durant l'adolescence. Et là, je prends l'exemple de l'urbex. Tu sais que le bâtiment est en ruine, que si tu te casses une patte là-dedans, t'es dans la merde. C'est pas pour autant que tu vas pas le faire. Une étude de Poon, j'espère que je dis bien son nom, en 2018 avec des adolescents de 12 à 17 ans a permis de mieux se rendre compte de l'évolution des différentes fonctions exécutives au cours de l'adolescence. Alors pour les 3 fonctions exécutives primaires froides, donc là, inhibition froide, mémoire de travail froide et flexibilité mentale froide, le chercheur observe un progrès faible entre 12 et 13 ans, plus élevé entre 13 et 14 ans, et puis une fois que tu atteins 14 ans, tu as environ ton niveau adulte. Donc là, c'est là où c'est mature. La planification se développe progressivement de 12 à 15 ans, avant de devenir plus importante de 15 à 16 ans. Donc là, on se rend bien compte d'une chose, c'est qu'en fait, on a besoin déjà de la maturation des 3 fonctions exécutives, donc mémoire de travail, inhibition et flexibilité mentale, pour après, plus tard, les autres fonctions exécutives, comme la planification, qui se développent encore plus tardivement, donc là, 15 à 16 ans, qui a le plus grand progrès. Donc, une fois que les 3 primaires sont devenues matures. Alors pour finir, en ce qui concerne les fonctions exécutives chaudes, l'auteur observe une courbe en U, avec une régression, donc c'est-à-dire des décisions plus impulsives, à 14-15 ans, ce qui correspond à la période où l'adolescent prend le plus de risques. Donc pour en fait représenter ça avec un petit graphique, voilà. À force, je crois que vous avez pigé que j'aime bien les graphiques. Voilà, petit moment de calme. Je sais que c'est très stressant, donc je vais essayer d'arranger ça, mais ça se trouve c'est encore plus stressant après. Non, ça va, ça. Donc une courbe en U. Après là, mon U il est pas ouf, hein. C'est plus un U court, entre guillemets. Voilà. C'est plus sur une petite tranche. Donc là, à 14-15 ans, c'est là où les fonctions exécutives chaudes sont les plus faibles. Donc c'est là où il y a le plus de. C'est là où il y a le plus de risques. Alors qu'en fait, à 12-13 ans, elles étaient plus élevées. Et après, elles réaugmentent jusqu'aux alentours de 18 ans, il me semble. Donc voilà, c'était la petite courbe revue. Un petit graphique, j'espère qu'il était clair. Hop. Et bien, c'est tout pour ce cours, enfin pour ce résumé de cours. Et la semaine prochaine, on parlera de la théorie de l'esprit. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes révisions. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.